Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous propose qu'on attende encore quelques minutes, hein, pas beaucoup. On sait que vos agendas sont très contraints, donc on va faire rapide, mais histoire que tout le monde puisse se connecter. Avant cela, voudrais je voudrais faire un petit mot d'introduction. Je me présente, je m'appelle Ben Foussani, je suis coordinateur de la Semaine nationale de la dénutrition et je suis accompagné donc du professeur Arnaud Deluca, qui est membre du collectif et référent sur les sujets pédiatriques. On voulait vous remercier ainsi que l'ARS Centre de Loire de leur soutien à l'organisation de ce webinaire. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'abord de dresser un tableau clinique finalement de ce qu'est la dénutrition et puis de vous présenter un peu plus en détail les différentes modalités de participation à la semaine, les différents temps forts, les différentes opérations qui existent et puis surtout les différents outils qu'on met à votre disposition pendant la semaine nationale de la dénutrition pour soutenir vos actions et puis pour vous outiller concrètement avec des outils clés en main. Donc, on va vous présenter tout ça et puis la fin du webinaire sera prendra plutôt la forme d'une partie questions-réponses. On se fera un plaisir de vous aider et de répondre à vos interrogations. Bien, donc je propose qu'on démarre. Donc moi, comme Alan l'a dit, je suis le professeur de Lucas, je suis en nutrition, enfants et adultes, et je suis le local de l'étape puisque je suis au CHU de Tours. Diapo suivante. On va présenter donc certains aspects qui ont trait vraiment au diagnostic de la dénutrition et faire un état des lieux de cette problématique qui, vous allez le voir, est extrêmement fréquente. Pour laquelle donc, on souhaite encore plus de sensibilisation par le biais de ces semaines et des actions que vous pourrez y mener. Alors la dénutrition, c'est à la fois une diminution d'apport, une augmentation des besoins, ou soit l'un soit l'autre. Donc soit quand on diminue ces apports en nutriments, soit parce qu'on a des besoins qui sont augmentés, on va aboutir à ce déséquilibre de l'état nutritionnel, donc qui va aboutir à une dénutrition avec une perte du tissu adipeux, mais surtout une perte de masse et de force musculaire, c'est-à-dire une perte de fonction. Les patients ressentent une fatigue, ils sont moins capables de faire de choses, ils sont aussi plus fragiles vis-à-vis des infections et avec une baisse d'immunité, et ils font plus de complications quand ils ont des maladies, lorsque se surajoute cette dénutrition. Donc les hospitalisations par ce biais-là sont plus fréquentes, plus longues, avec une augmentation du risque de décès, et ce qui aboutit à une augmentation des coûts de santé qui pourrait être évitable, puisque, bien sûr, lorsqu'on détecte et on prend en charge les patients, eh bien, on améliore leur pronostic. Diapo. La HAS a émis des critères diagnostiques de la dénutrition en 2019 pour l'adulte et l'enfant, en 2021 pour la personne âgée, qui reposent sur le même schéma pour les trois catégories d'âge, c'est-à-dire d'avoir au moins un critère phénotypique, c'est en d'autres termes une perte de poids qui soit présente. Alors vous avez ici les pourcentages, 5% en un mois, 10% en 6 mois, 10% par rapport au poids habituel. Une notion d'IMC aussi, 18,5 pour l'adulte, 22 pour la personne âgée à partir de 70 ans, et également des paramètres musculaires, donc une diminution de la masse musculaire ou de la force ou de la vitesse de marche. Et chez la personne âgée, il faut associer les deux. On a conscience que ces critères-là sont plus difficiles à recueillir parce qu'il faut avoir du matériel, mais ça fait partie intégrante des critères phénotypiques de la dénutrition. Et l'autre versant, c'est aussi d'avoir un critère étiologique. Soit parce qu'on ne mange pas assez, soit parce qu'on a une maladie aiguë, chronique ou un cancer, soit parce qu'il y a une malabsorption, donc une diminution d'absorption des nutriments, qui fait que bien, on aura une diminution des entrées ou une augmentation des besoins, comme on l'a dit sur la diapositive précédente. Donc l'association d'un critère de chaque côté signe le diagnostic de la dénutrition, et un index ne suffit pas, il faut aussi le critère étiologique. Diapo. Chez l'enfant,
Vous reconnaissez quasiment le même tableau avec une toute petite nuance, c'est que on se sert des courbes de croissance et donc en termes d'IMC des courbes IOTF et pas du seuil unique de 18,5 comme chez l'adulte. Il y a aussi cette notion que l'enfant est censé prendre du poids. Donc quand on a une stagnation du poids, eh bien, c'est déjà un problème. Quand on perd deux couloirs, même si le poids reste stable, le fait de ne pas en avoir pris est un problème. Et puis, c'est encore plus compliqué d'avoir les critères de masse musculaire, de force musculaire, mais c'est des choses qu'on peut arriver à recueillir. Vous avez sur la partie étiologique exactement la même chose que sur la partie adulte et personnes âgées. Et cette notion que l'enfant est vraiment concerné par la dénutrition également, même si on va voir après, c'est la personne âgée qui est le plus à risque. Il n'empêche que quand on regarde les études à l'hôpital, c'est entre 10 et 15 ou 7 à 20% selon les services. En tout cas, il faut retenir une dizaine de pourcents d'enfants dénutris à l'hôpital et à domicile, c'est probablement entre 4 et 10%, même si c'est plus difficile à définir. Une notion importante aussi, c'est que là, on vient d'aborder la dénutrition, mais on peut être dénutri quelle que soit sa corpulence de départ. Et vous avez ici la situation d'une personne à droite qui est en situation de surpoids ou d'obésité et pour autant qui est également dénutrie parce qu'elle aura perdu du poids et parce que sa masse musculaire va être diminuée. Alors, en comparaison des images de gauche où vous avez la situation normale, à droite, sur la partie scanner, la partie noir et blanc, on voit bien que ce qui est foncé, c'est le muscle et il y en a beaucoup moins qu'à gauche. Et sur la partie colorée, c'est le muscle est en rouge et la graisse est en jaune. Et on voit bien à droite qu'il y a l'excès de masse grasse, mais il y a aussi la diminution du muscle en rouge, donc, qui signe le diagnostic de dénutrition, enfin, d'obésité sarcopénique avec dénutrition. Autrement dit, il est vraiment très important de retenir que ce n'est pas parce qu'on est en situation d'obésité qu'on ne peut pas être dénutri. Alors la dénutrition, je vous l'ai dit, ça concerne beaucoup de monde. On estime en France qu'il y a 2 millions de personnes qui sont concernées par la dénutrition. Et vous voyez que la frange de population est loin d'être négligeable et qu'il faut vraiment s'en occuper, d'où l'importance des semaines, des campagnes de sensibilisation qu'on mène au sein du collectif. Quand on regarde la consommation des compléments nutritionnels oraux, donc les petites bouteilles ou les crèmes qui sont hypercaloriques, on voit la répartition en âge. On voit donc ça concerne essentiellement la personne âgée, hein, donc les plus de 65 ans, c'est 70% environ des prescriptions. L'autre élément important aussi, c'est que tous les âges sont concernés, et donc c'est dans la stratégie un outil utile à la prise en charge de la dénutrition et qui peut être proposé volontiers dans la prise en charge et qui concerne donc tous les âges. Il ne faut pas considérer que la dénutrition n'est réservée qu'aux personnes âgées, elle est vraiment à tous les âges de la vie. Cette enquête, cette étude hospitalière sur le repérage de la dénutrition dans les services de médecine, chirurgie obstétrique, c'est ça que veut dire MCO, sur 600 000 personnes hospitalisées, eh bien, le codage de la dénutrition a été récupéré et le codage sert à la rémunération des séjours à l'hôpital. On voit que les personnes qui étaient codées comme dénutries étaient quand même relativement âgées, avec un âge moyen à quasiment 71 ans et un âge médian à 75 ans. Donc on voit bien que ça concerne beaucoup la personne âgée, mais pas que, encore une fois. Et que on voit bien que aussi que finalement il y a une insuffisance de diagnostic parce que le diagnostic précis n'a pas été suffisamment établi et ce qui veut dire que derrière, eh bien, si on ne fait pas de diagnostic, on ne fera pas la prise en charge. Et je vous ai dit au début les conséquences et l'impact sur la santé, sur l'hospitalisation, les décès, les complications que ça pouvait avoir. Ça veut dire donc une perte de chance pour les patients. Dans cette autre étude menée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière sur 345 adultes avec une hospitalisation supérieure à 48 heures,
il y a eu un tirage au sort sur les patients hospitalisés qui tenait compte de tous les patients et pour lesquels le critère diagnostique de la HAS ont été appliqués. On a établi qu'il y avait 191 sur 301 patients qui étaient dénutris, c'est-à-dire 64% dans ces services qui sont très spécialisés, donc dont le taux de nutrition est quand même probablement plus élevé que dans d'autres services. Cependant, quand on regarde les codages, là aussi source de rémunération, ben on tombe à 24%. Et ça veut vraiment dire que le diagnostic est sous-estimé. On ne détecte pas assez la dénutrition. Et même quand on met la vie diététique, on progresse pas mal, puisque là, on a 60% de détection. Donc on est très proche de la réalité. Et donc, c'est ça qui est important aussi, c'est le soutien, l'apport que peut amener un diététicien dans la prise en charge dès le diagnostic de la dénutrition. Et justement, puisqu'on parle de prise en charge, vous avez ici une étude qui s'est intéressée à pouvoir regarder qu'est-ce qui se passait quand on couvrait mieux, quand on avait un mode d'action sur la dénutrition. Eh bien, quand on avait une prise en charge individualisée par rapport aux soins standards, donc ces patients, donc plus de 2000 patients, essentiellement des personnes âgées, on arrivait à mieux couvrir en rouge les besoins des patients, donc les apports énergétiques des patients, mais aussi les apports protidiques comparés au contrôle, donc les barres bleues. On a une différence significative dans la couverture des besoins, donc forcément une amélioration de l'état nutritionnel. Et ce qui a amené aussi dans cette même étude à montrer je vous ai dit tout à l'heure également, c'est-à-dire une diminution des complications, une diminution de la dépendance, et ça c'est très important chez la personne âgée, une augmentation de la qualité de vie et une diminution également du taux de décès quand les patients étaient mieux nourris. Je passe le relais à Alan. Merci beaucoup Arnaud pour ce tableau très détaillé. C'est vrai que on parle de dénutrition et il faut savoir exactement quelle réalité ça recouvre pour faire une bonne sensibilisation. Donc moi je vais vous parler plus concrètement de ce qu'est la Semaine nationale de la dénutrition, en quoi ça consiste. Je vais d'abord faire un petit retour sur les temps forts 2025 et puis sur la mobilisation 2025. Et ensuite, je vous expliquerai un peu plus en détail comment vous pouvez vous engager si vous souhaitez y participer. Et puis, je vous présenterai l'ensemble des outils qui sont à votre disposition et qu'on met à la commande gratuitement à l'occasion de la semaine. Alors déjà, un petit retour sur l'édition précédente de la Semaine nationale de la dénutrition, qui a été l'édition la plus importante en termes de mobilisation depuis 2020, qui est l'année, la première année, l'année 1 de l'existence de cette mobilisation. On a eu en fait on a atteint des records de chiffres de mobilisation. Il y a eu plus de 3200 organisations qui se sont enregistrées sur la plateforme de la semaine, qui ont labellisé au total 3700 projets, ce qui représente plus de 20 000 actions et on estime que ça a touché directement plus d'un million de personnes. Au total, le collectif a envoyé plus de 2000 kits de communication, ce qui fait un total d'1,5 million de flyers distribués, que ça soit en France métropolitaine et aussi, et je tiens à le souligner, en France ultramarine. L'année dernière, on a eu vraiment une forte mobilisation, la plus importante depuis 2020, dans les territoires ultramarins. On a eu plus d'une trentaine d'actions menées à La Réunion, par exemple. On en a eu également à Mayotte. Donc ça, on en est assez satisfait puisque voilà, des nutritions touchent absolument tous les territoires et que c'est important de pouvoir faire une sensibilisation adaptée aussi en fonction des réalités de chacune des régions.
Alors au niveau de l'esprit même de la semaine de la dénutrition, qu'est-ce que c'est? Eh ben en fait c'est une semaine d'action hein, pour ceux qui sont pas familières. C'est une semaine d'action dans toute la France avec surtout les acteurs du médico-social et du sanitaire, mais pas que, puisqu'il y a de nombreux autres secteurs qui se mobilisent pendant cette semaine et de manière générale qui se mobilisent pour lutter contre la dénutrition. Donc, notez bien la date de la prochaine semaine de la dénutrition qui aura lieu du 16 au 22 novembre et qui donc, je le disais, hein, se déploiera dans toute la France métropolitaine et ultramarine. La semaine de la dénutrition, en fait, c'est un projet qui est porté par le collectif, qui a été mandaté par le ministère de la Santé. Donc, en ce sens, on est soutenu par un certain nombre d'institutions, hein, que ce soit le ministère de la Santé directement, la Direction générale de la santé, la DGOS. On a aussi parmi nos soutiens l'assurance maladie, la CNAV, l'assurance retraite et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et donc, en fait, ces soutiens hein, sont à la fois des soutiens financiers et matériels également. La dénutrition fait partie intégrante des axes de travail qui figurent dans le dernier PNNS, le programme national, pardon, Nutrition Santé 5, puisque c'est une maladie nutritionnelle au même titre que l'obésité ou le diabète. Alors, à qui s'adresse concrètement la semaine de la dénutrition? Eh bien, je l'ai dit, à une variété de secteurs. Bien entendu, hein, la semaine, elle est historiquement portée par le secteur du sanitaire et le secteur médico-social. Il y a beaucoup d'EHPAD qui se mobilisent, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de cliniques, mais pas que. Là, on voit depuis les dernières éditions qu'il y a eu aussi beaucoup d'associations, beaucoup d'entreprises, et puis timidement, mais ils sont quand même là, des professionnels du premier recours qui se mobilisent. Alors, dans les entreprises, on a beaucoup d'entreprises du secteur de la restauration collective. Dans les associations, on a des associations de patients, par exemple, qui font des projets, des associations de professionnels de santé. Enfin, voilà, il y a vraiment une multitude d'acteurs euh, et, euh, et bien entendu, tous les acteurs qui souhaitent rejoindre et prendre part à la mobilisation sont les bienvenus. Alors, au niveau des actions qui sont menées, il y a vraiment pas, au même titre qu'il y a des milliers d'acteurs, il y a aussi des milliers d'actions qui sont données à l'occasion de la semaine. On a essayé de les regrouper en grandes catégories, mais bien entendu, ça n'est pas exhaustif. Il y a beaucoup d'actions de communication qui sont menées à l'occasion de la semaine. Alors, des actions de communication, c'est assez simple, hein. Ça peut être de l'affichage, ça peut être des campagnes de communication réalisées en ligne, ça peut être des distributions de flyers dans une salle d'attente, ça peut être la tenue d'un stand. Enfin, c'est vraiment très très large et les actions de communication sont souvent plébiscitées par les primo-participants à la semaine puisque ce sont des actions qui sont relativement simples et qui nécessitent le moins de ressources pour les concevoir. Il y a aussi beaucoup d'actions pendant les repas qui ont été menées l'année dernière. Donc, ça peut être des sensibilisations à la dénutrition et au repas directement pendant les temps de déjeuner ou de dîner de résidents, par exemple, mais ça peut être aussi carrément des ateliers culinaires, hein. On mobilise des résidents, des aidants, du grand public pour leur montrer l'importance hein, de l'enrichissement nutritionnel et puis de comment cuisiner dans le secteur de la restauration collective de façon générale. Ça peut être des actions de sensibilisation, des actions de formation, des actions de prévention, des actions de dépistage. Il y a par exemple beaucoup d'actions qui ont été menées et qui visaient à mesurer les forces de préhension avec l'aide d'un hand-grip. Les actions de prévention, eh bien, ça peut être aussi des, des, des formats un peu plus ludiques à travers des jeux, des escape games, des jeux, des nutritions. Enfin, voilà, c'est vraiment très très large. Et puis ça peut être aussi des formats un peu plus traditionnels sous forme de formation, de sensibilisation, avec des conférences à l'échelle d'un établissement, à l'échelle départementale, voire régionale. Enfin voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment la possibilité de faire beaucoup de choses et qu'il ne faut pas se censurer
Si vous n'avez pas forcément énormément de ressources, que ce soit en termes de temps, en termes de personnel à disposition ou en termes financiers. Enfin voilà, il y a vraiment toutes les actions sont bonnes à prendre. Et puis surtout, si vous menez une action un peu avant ou un peu après la semaine de la dénutrition, c'est pas grave. Faites-la labelliser, rendez-vous sur la plateforme d'inscription. Il y a vraiment pas de souci là-dessus. Même si c'est un peu plus tôt dans l'année, si vous faites quelque chose à la rentrée en septembre, eh bien n'hésitez pas. Ça comptabilisera bien entendu comme faisant partie de la semaine. Alors pourquoi c'est important de s'engager dans la lutte contre la dénutrition? Eh bien, le professeur De Luca vous en a déjà parlé parce que c'est une maladie qui touche énormément de personnes. Hein, on estime qu'il y a au moins 2 millions de personnes en France et encore ces chiffres sont très largement sous-estimés puisque le codage, on l'a vu hein, dans les établissements, est encore insuffisant. Il y a donc plusieurs milliers d'acteurs hein, maintenant qui se mobilisent. C'est une mobilisation qui a vraiment monté en charge depuis des années. Et donc là, on a vraiment une base, un socle de mobilisation qui est très important. C'est un sujet qui peut toucher toutes les tranches de la population. C'est vrai qu'on a tendance à penser que la dénutrition s'adresse aux personnes âgées, mais non, ça peut s'adresser, ça touche les enfants, les adolescents, les adultes qui suivent des traitements anticancéreux, par exemple. Enfin voilà, c'est vraiment très très large. Donc ça concerne tout le monde. Et à ce titre, si ça concerne tout le monde, eh bien il faut que la mobilisation soit à la hauteur du problème. Et puis aussi parce que s'engager dans la semaine de la dénutrition, c'est participer à la prise de conscience du grand public autour des enjeux de la dénutrition. Et puis c'est aussi une façon de tordre le cou aux idées reçues qui bloquent le repérage et la bonne prise de conscience de la dénutrition, notamment le fait qu'il est normal de maigrir en vieillissant ou en étant malade, tout ça, ce sont des idées qui empêchent vraiment de correctement repérer la dénutrition. Et en ce sens, c'est important de pouvoir sensibiliser, de pouvoir évangéliser, si je peux me permettre le terme, autour de la maladie. Alors, concrètement, quelles sont les opérations? Donc, il y a une partie hein, vraiment mobilisation citoyenne autour de la semaine de la dénutrition qui, du coup, vous incombe avec les actions que vous pouvez mener. Et puis, le collectif, bien entendu, pendant cette semaine, mène des opérations thématiques pour sensibiliser sur des sujets phares de lutte contre la dénutrition. Alors, bien entendu, on va parler alimentation. Et pour parler alimentation, eh bien, il y a l'opération cuisine ouverte qui est une opération de sensibilisation à l'alimentation et puis de mise en avant aussi du secteur de la restauration collective et du rôle qu'il a et qu'ils doivent avoir dans la lutte contre la dénutrition. Concrètement, l'opération cuisine ouverte, elle peut vous pouvez y prendre part de deux façons différentes. La première, c'est la façon la plus simple. On va mettre à la fin du mois de juin en ligne des fiches de participation à l'opération qui seront notamment composées d'un économat sucré et d'un économat salé puisque vous pouvez soit participer en faisant une recette salée ou en faisant une recette sucrée, ou les deux. Et vous allez pouvoir choisir en fait parmi cet économat différents ingrédients que vous pourrez utiliser pour concevoir une recette avec il y a un certain nombre de critères qu'on vous incite à respecter, notamment la reproductibilité de cette recette auprès d'un grand nombre de résidents. Bon, ça peut être aussi la maîtrise des arts culinaires, c'est aussi l'enrichissement nutritionnel. Et puis une fois que vous avez réalisé cette recette, vous pouvez la poster sur LinkedIn ou l'envoyer au collectif. Et cette réalisation sera reprise dans le bilan et permettra également de vous mettre en avant. Et puis, l'autre manière de participer à l'opération cuisine ouverte, eh bien, c'est de participer au concours. Alors, concrètement, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que vous choisissez une recette que vous souhaitez concevoir en vous appuyant sur l'économat avec le groupe et les résidents que vous souhaitez participer. Vous envoyez vos photos sur le LinkedIn, sur votre LinkedIn ainsi qu'au collectif. Et petite tâche supplémentaire, vous pouvez également nous envoyer également la fiche technique de cette recette avec le détail notamment des quantités des ingrédients utilisés et puis de l'apport calorique et énergétique de cette recette. Et ensuite, il y aura donc
un jury qui se réunira en janvier 2027 et puis qui passera en revue les différentes candidatures et qui remettra ensuite en présentiel des prix à 6 gagnants, 3 pour les recettes salées et 3 pour les recettes sucrées, lors d'un congrès sur le maintien de l'autonomie qui se tiendra à Tours. Donc, on vous incite vraiment à participer à cette opération. C'est assez ludique, ça donne en général de belles réalisations. Donc, quand vous participez au concours cuisine ouverte ou à l'opération cuisine ouverte, eh bien, n'hésitez pas à le labelliser, à le faire labelliser sur la plateforme que je vais vous présenter un petit peu après. Ça compte bien entendu comme une action de sensibilisation à la dénutrition. Et puis on a aussi une autre opération, l'opération Petit Pas Grande Victoire Tous Unis contre la dénutrition, qui est menée de concours avec l'association Ciel Bleu, association spécialisée dans l'activité physique adaptée, puisque l'APA fait bien entendu partie des leviers pour lutter contre la dénutrition. Donc, en fait, nous, on est assez ravis de cette opération puisque à chaque fois, il y a plusieurs milliers d'heures de séances qui sont dispensées avec un message de sensibilisation à la dénutrition. Et si c'est aussi un type d'action que vous pouvez tout à fait mettre en œuvre de votre côté, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait mettre en place une séance d'activité physique adaptée avec des résidents, par exemple, ou avec des professionnels de santé également, mais tout ça pour pouvoir sensibiliser à l'activité physique dans le cadre de la dénutrition. Alors, je vous ai mis quelques photos de l'opération et du concours cuisine ouverte, hein. Vous voyez, donc l'année dernière, le thème, c'était le chou salé et le chou sucré. Et il y a eu plus de 900 projets d'action qui ont été labellisés cuisine ouverte et plus de 30 participants au concours. Vous voyez, ça donne de très belles réalisations, hein, euh, qui sont très inventives. Et puis cette année, hein, pour laisser plus de place à la créativité, on a décidé vraiment de sortir de cette idée de restreindre à une recette particulière, mais vraiment de laisser la possibilité aux participants de choisir une recette en se basant sur les ingrédients de l'économa qui leur sera fourni. Alors, pendant la semaine, on a aussi un programme web de webinaires thématiques avec des professionnels chevronnés sur tous les enjeux qui gravitent autour de la dénutrition. L'année dernière, on a eu par exemple un webinaire sur la dénutrition et la santé mentale avec des professionnels de la santé mentale, membres de la Fédération française de l'anorexie et de la boulimie. On a eu aussi un webinaire sur la santé bucco-dentaire et le rôle d'une bonne hygiène bucco-dentaire pour prévenir la dénutrition. On a eu un webinaire sur les troubles de la déglutition avec la Fédération nationale des orthophonistes, un webinaire sur les enjeux éthiques, un webinaire sur le rôle des aidants. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très très large et ça cherche à couvrir la dénutrition sous tous ces aspects, sous tous ces enjeux. Donc ces webinaires, ils sont ouverts à tous et à toutes. Et pour vous inscrire, il vous suffit simplement de vous rendre sur le site du collectif ou sur le LinkedIn du collectif et de suivre la parution du programme. Et puis ensuite, vous pouvez vous y inscrire et y assister en direct. Donc c'est un peu le même format que celui qu'on a aujourd'hui, avec un temps de questions-réponses qui sera bien entendu présent à la fin de chacun des webinaires. Donc, je vous ai remis l'année dernière je vous ai remis le programme de la semaine 2025. Donc, vous voyez en violet, vous avez l'ensemble des webinaires qui ont été donnés. Donc, c'est un programme assez chargé, hein, c'est plus d'une quinzaine de webinaires, ce qui a représenté aussi au total 6 000 inscrits. Et puis en blanc, vous avez également les temps forts qui sont organisés par le collectif. On a notamment un concours de cuisine, on a eu un événement il y a un concours de cuisine, un reportage sur le magazine de la santé de France 5. Puis on a eu aussi un événement de lancement avec l'accélérateur associatif de lutte contre la dénutrition qui a été conçu et mis sur pied par un de nos partenaires. Un lancement euh, de l'ouvrage Le Goût de l'âge auquel le président du collectif a participé et puis la présentation de la semaine auprès des partenaires du collectif. Donc, si vous voulez retrouver ces webinaires, hein, il y a des webinaires qui sont proposés directement par le collectif, mais aussi par ses partenaires. Je pense par exemple au webinaire avec la CNAV, au webinaire avec Happy Restauration. Et puis, voilà, tous les webinaires sont disponibles sur la chaîne YouTube du collectif. On a aussi développé l'année dernière un label, le label établissement gourmand, qui se destine aux EHPAD et résidences autonomie et qui vraiment cherche
faire converger ensemble le secteur de la gastronomie et de la restauration collective. L'idée, c'est de valoriser le travail des cuisines collectives qui mettent un accent particulier sur la lutte contre la nutrition et aussi sur la qualité de la restauration proposée. Et donc pour ça, en fait, on a proposé aux établissements qui le souhaitent de déposer une candidature avec des éléments de preuve suivant un cahier des charges articulé autour de quatre axes, hein, la restauration, la nutrition, la maîtrise des arts culinaires et la qualité des produits. Et ensuite, pour les candidats qui ont été sélectionnés, il y aura la visite d'un chef qui réalisera un audit sur place. Et cet audit, et à l'issue de cet audit, hein, les établissements retenus pourront se voir décerner le label établissement gourmand ou également un label en démarche de progrès, tant vers la définition établissement gourmand. Donc, toutes les informations sur le label sont disponibles sur le site du collectif et vous permettra et on vous informera en temps et en heure de la prochaine campagne de participation euh, aux candidatures du label. Donc voilà un petit peu pour l'aperçu de ce qui va être mené pendant la semaine de la dénutrition. Je vous en ai pas parlé, hein, mais cette année on a un gros partenariat avec AG2R la mondiale, avec AG2R la mondiale, et il y aura également un grand événement qui sera dédié vraiment à la prévention, à l'aidance et qui sera retransmis aussi en direct, donc qui interviendra dans le programme de la semaine. Mais bien sûr, on vous en informera également en temps et en heure. Alors, maintenant, je vais passer vraiment dans la partie un peu plus concrète de la participation à la semaine et vous présenter en détail la plateforme de commande et de labellisation qui est en fait la plateforme officielle de la semaine de la dénutrition à partir de laquelle vous allez pouvoir déposer vos actions et commander vos kits de communication. Alors, pourquoi une plateforme? Eh ben, en fait, au vu de l'accroissement de la mobilisation, on a souhaité proposer un outil qui soit plus facile d'utilisation, que ce soit pour les participants, mais aussi pour nous. Et cet outil est très important puisqu'il nous permet vraiment d'obtenir les métriques les chiffres qui sont relatifs à la mobilisation. Donc l'année dernière, on a eu, je vous disais un peu plus tôt, plus de 2000 commandes envoyées un peu partout en métropole et en outre-mer. Et donc, cette plateforme de labellisation, elle est décomposée en trois parties. Vous avez une partie identification qui, du coup, je vous en parlerai un peu après, mais vous permettra, si vous n'avez pas encore été participant à la semaine, vous permettra de vous identifier avec votre numéro SIRET. Vous avez une partie action, où vous pourrez détailler votre action et l'envoyer au collectif pour validation et labellisation. Et puis, vous aurez une partie commande des kits où vous pourrez choisir les documents, les flyers, les guides que vous souhaitez recevoir pour la semaine de la dénutrition. Le principe de la plateforme, en fait, il est assez simple. C'est-à-dire que vous allez utiliser votre SIRET. Donc, pour trouver votre SIRET, c'est assez simple. Vous tapez SIRET, nom de votre établissement, de votre service dans Google et vous allez avoir le numéro SIRET. Eh bien, une fois enregistré sur la plateforme avec ce numéro SIRET et les détails de votre structure ou de votre service, eh bien, vous allez pouvoir le réutiliser pour revenir sur la plateforme à tout moment. Donc, si vous souhaitez vous enregistrer avec votre numéro SIRET et puis revenir plus tard pour détailler votre action ou pour commander vos kits de communication, eh bien, c'est possible, hein. Nous, on vous incite vraiment à faire ça, à vous enregistrer maintenant et puis à revenir un peu plus tard, sauf si, bien entendu, vous avez déjà un projet d'action et de commande de kit en tête. Les outils qui sont disponibles à la commande cette année sont assez variés, hein. Vous avez donc les flyers thématiques à destination du grand public, des aidants et des soignants. Vous avez le flyer Parade, qui est un flyer d'autodépistage, un flyer d'aide à la prescription et à la délivrance des compléments nutritionnels oraux, un carnet de suivi de poids qui se destine plutôt au secteur de l'oncologie, une affiche pour le secteur de la restauration collective, des badges pour les professionnels et les participants à la semaine, et puis un flyer d'aide au dépistage des troubles du comportement alimentaire, qui est le nouveau-né 2026. Je fais une petite parenthèse sur la date butoir de commande des kits de communication. Je vous invite à bien noter cette date. La plateforme
La plateforme de commande et de labellisation, elle est ouverte depuis vendredi dernier. Donc, vous pouvez, comme je vous le disais, hein, vous pouvez déjà y aller et déjà vous enregistrer, déposer votre action et commander vos kits. Sachez que la partie kit de communication restera ouverte jusqu'au 25 septembre. Vous avez tout l'été et l'intégralité du mois de septembre pour les commander. Au-delà de cette date, au-delà du 25 septembre, malheureusement, il ne sera plus possible de commander. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, il y a un délai d'impression, de routage qui est assez conséquent. Et l'idée, c'est que toutes les personnes qui puissent commander puissent recevoir leur kit en temps et en heure, donc un peu avant la semaine nationale de la dénutrition. Donc voilà, je vous ai remis un petit peu le détail de la procédure, mais c'est en 3 temps. Vous vous enregistrez avec votre numéro SIRET et une fois que vous êtes enregistré, vous cliquez sur Nouvelle action et vous saisissez le détail de celle-ci. Une fois que vous aurez enregistré votre action, vous allez recevoir un mail de confirmation de dépôt de l'action. Et puis une fois qu'elle sera validée, on la valide de notre côté, vous recevrez un mail comme quoi votre action est bien labellisée et vous pourrez utiliser le logo officiel de la Semaine nationale de la dénutrition sur vos outils de communication. Vous pourrez l'imprimer et puis dire que vous prenez part à la Semaine nationale de la dénutrition. Alors, un petit point d'attention quand même. Le cahier des charges du ministère nous interdit formellement d'accoler le logo de la Semaine nationale de la dénutrition à une action qui serait promotionnelle ou qui mettrait en avant un produit ou un service payant. Ça, c'est vraiment pas possible, hein. On pourra malheureusement pas labelliser vos actions si elles rentrent dans ce cadre-là, mais bon, en général, on en a quand même très peu. Et n'oubliez pas que vous pouvez modifier votre action à tout moment jusqu'au 20 novembre, jusqu'au vendredi 20 novembre. C'est le dernier jour de la semaine de la dénutrition. Hein, vous pouvez déposer une action pendant la semaine, vous pouvez en déposer une euh, le dernier jour. Il n'y a pas de souci, on pourra les valider. Et puis, commander vos kits de communication, bah, c'est très simple, hein. Une fois que vous avez fait la demande de labellisation de votre action, vous aurez accès à l'espace kit de communication. Vous cliquez sur passer aux commandes et puis vous choisissez les éléments que vous souhaitez recevoir. Donc là, pareil, hein, c'est une sorte de boutique qui fait office de plateforme de commande et vous pourrez choisir les quantités que vous souhaitez de kits de communication. Alors, il y a un kit de base qui est composé du flyer grand public et du flyer parade. Mais après, le reste, vous pouvez étoffer, vous pouvez choisir les quantités, etc. de la manière que vous souhaitez. Pensez bien à renseigner le maximum d'informations pour la livraison des kits de communication. Plus on a d'informations, plus c'est simple pour le livreur, surtout si vous officiez dans un très grand établissement. Plus il y a d'informations, plus c'est simple pour le livreur de vous retrouver et donc d'acheminer à bon port les kits de communication. Alors, quels sont les outils disponibles à la commande? Eh ben, je vous ai remis, voilà, très visuellement ce que c'est. Vous avez donc le flyer grand public, le flyer soignant, le flyer acteur du domicile. Concrètement, la technicité change en fonction du public, mais l'idée, c'est de proposer un flyer qui récapitule ce qu'est la dénutrition, quels sont les signaux d'alerte, comment prendre en charge la dénutrition et comment la prévenir. Vous avez aussi un flyer en FALC, en facile à lire et à comprendre, qui est en fait la traduction stricto sensu du flyer grand public avec un système de pictogrammes qui permet aux personnes qui ne parlent pas français ou qui ne parlent pas correctement le français pour toute raison que ce soit, de comprendre concrètement ce qu'est la dénutrition et comment l'éviter. Vous avez donc le flyer d'auto-dépistage parade. Alors, c'est un flyer qui est assez intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, de par son format, hein, c'est un tout petit flyer qui prend cette tasse-là. Donc, c'est très facile à distribuer, c'est très facile à disposer sur un coin en libre service. Et puis, c'est un flyer qui permet en 4 questions très simples de déterminer avec une somme de pictogrammes le risque nutritionnel encouru par une personne. Alors, au-delà d'un certain nombre de pictogrammes, eh bien, ce flyer a pour vocation à inciter à les consulter et son intérêt, c'est aussi d'évaluer l'absence de risque nutritionnel encouru par une personne. Voilà, si on a 4 étoiles, eh ben, on sait qu'on n'a aucun risque de dénutrition. Donc, ce flyer-là, il fait partie du kit de base et vous pouvez aussi le commander en supplément sur la plateforme du collectif. Les autres outils disponibles à la commande, eh bien, vous avez le carnet de suivi de poids en oncologie, qui s'adresse plutôt aux professionnels et aux patients qui
qui suivent des traitements anticancéreux. Là, l'idée, c'est surtout de pouvoir proposer une manière très simple de suivre le poids, puisque une perte de poids peut être délétère hein, pour la toxicité du traitement. Donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est disponible à la commande. La fiche restauration collective, eh bien c'est une affiche qui se destine au secteur de la restauration et des cuisines collectives. C'est une affiche à 3 et qui permet et qui donne des conseils simples pour faire du repas un soin à part entière. Et puis vous avez les badges officiels de la semaine nationale qui se destinent aux professionnels et au grand public également. Il y a, je vous en parlais un peu plus tôt, les fiches d'aide à la prescription des compléments nutritionnels oraux qui s'adressent aux médecins et aux pharmacies et qui en fait partent d'un principe assez simple, c'est-à-dire que la prescription des CNO, elle est pas toujours cohérente hein, d'un professionnel à l'autre ou elle prend pas forcément en compte les besoins et les goûts des patients. Donc là, l'idée c'est de proposer des modalités de prescription avec une temporalité de prescription et puis de rappeler avec une fiche pense bête les équivalents protéino-énergétiques des produits CNO, donc que ce soit une crème ou une boisson lactée ou voilà autre, les équivalents en fait en énergie, ce que ça représente, ce que la consommation de ces produits représente. Et puis vous avez le dernier né des outils, hein, le flyer d'aide au dépistage des troubles des conduites alimentaires, qui a été donc développé en partenariat avec la Fédération française anorexie et boulimie, et qui en fait c'est surtout un flyer qui se destine aux professionnels et qui vise aussi à alerter sur la fréquence des troubles du comportement alimentaire et sur la manière aussi dont tous les professionnels de santé, hein, puisque tous les professionnels de santé rencontrent des personnes atteintes de ces troubles, comment ils peuvent être alertés, quels sont les signaux faibles ou les signaux forts à analyser, les signes cliniques à analyser pour évaluer le risque qu'une personne soit atteinte de ces troubles. Donc voilà, c'est un flyer qui est assez professionnel, mais qu'on espère aussi très utile puisque les personnes qui sont atteintes de troubles des conduites alimentaires courent également un risque de dénutrition, bien entendu. Voilà, je vous ai remis un petit peu la répartition des commandes hein, des différents outils en 2025. Vous voyez que le parade a été très, très plébiscité, que le flyer soignant et le flyer aidant aide à domicile l'ont été également. Et puis après, en bout de queue, on a les outils qui concernent plutôt les professionnels du premier recours et le grand public. Voilà, il y a un petit peu moins de commandes sur ces outils-là, mais ça reste quand même en nombre brut assez important. Alors, en plus des outils qui sont disponibles à la commande, vous avez tout un panel d'outils complémentaires qui est à disposition sur le site du collectif, et notamment les guides d'action. Donc, les guides d'action, hein, ce sont des livrets qui ont été créés au fur et à mesure des années et qui visent à donner des bonnes pratiques, des conseils pour mener une action de sensibilisation à la nutrition pendant la semaine, mais qui donnent aussi des conseils, des bonnes pratiques à intégrer au quotidien pour repérer la dénutrition et pour la prendre en charge. Donc, vous voyez, il y a des guides d'action un petit peu hein, pour tous les secteurs, résidence autonomie, hôpital, EHPAD, pour les personnes en situation de handicap, pour les CPTS, pour les proches aidants, etc., etc. Ces guides d'action, ils sont courts, efficaces et ils vont droit au but. Donc, vous pouvez tout à fait les télécharger sur le site du collectif et puis vous pouvez également les imprimer de votre côté si vous le souhaitez. On a développé en 2024 une campagne d'affichage numérique destinée aux aides à domicile avec la CNAV. Ces affiches-là, en fait, hein, elles visent pareil à sensibiliser sur les signaux faibles qui doivent alerter des aides à domicile ou des proches aidants sur le risque nutritionnel encouru par une personne. Donc le contenu du frigo, si un frigo est vide ou s'il y a trop de plats périmés par exemple, sur la taille des vêtements, la réduction de la taille des vêtements, le temps passé au lit, la difficulté à monter des escaliers, tout ça sont des signaux en fait hein, euh, qui doivent euh, qui doivent poser la question du risque nutritionnel encouru par une personne. On met aussi à votre disposition la vidéo de Paul, un retraité fictif qui a été créé,
qui a été créé, à qui on a donné la vie au format motion design. Cette vidéo, elle est assez courte, elle dure pas plus de 45 secondes et elle met en fait en scène Paul dans des situations du quotidien et comment la dénutrition impacte ces situations du quotidien, que ça soit par une difficulté à se nourrir, que ce soit par une fatigue inhabituelle. Et ben on voit en fait Paul dans des situations très communes. Donc cette vidéo, elle est très intéressante puisqu'elle permet d'identifier concrètement des cas de figure qui doivent alerter, et puis elle permet aussi éventuellement à des personnes qui pourraient souffrir de nutrition de pouvoir s'identifier. Donc voilà, c'est une vidéo qui est disponible sur le site du collectif, sur l'Académie des nutritions. Académie de nutrition, du coup, qui est vraiment la plateforme qui centralise toutes les ressources accessibles pour s'informer sur la nutrition et pour y trouver tous les outils opérationnels, tous les replays des webinaires, donc les webinaires qui ont été donnés, les webinaires de sensibilisation comme celui que on donne aujourd'hui, l'ensemble des rapports, des livrets gourmands, des recettes, etc. Il y a vraiment tout un tas de ressources qui sont facilement triables avec un système de filtres que je vous invite vraiment à aller consulter. Je suis certain que vous y trouverez ce dont vous avez besoin. Voilà, alors pour nous suivre et nous contacter, eh bien n'hésitez pas. Vous pouvez soit nous suivre sur le LinkedIn du collectif de lutte contre la nutrition, hein, il s'affiche à l'écran. Vous pouvez également vous inscrire sur notre newsletter en vous rendant sur le site du collectif. Sachez que les mêmes communications passent par LinkedIn que par le collectif et que par la newsletter, excusez-moi. Et vous pouvez également nous contacter directement à l'adresse contact@luttecontrelanutrition.fr. On a vraiment tous nos actus qui passent par ces deux canaux et ça vous permettra de suivre l'actualité du collectif. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Du coup, je vous propose de passer à la partie questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre soit dans le chat, soit dans la partie questions-réponses dédiée. On pourra y répondre sans souci. Et merci à ceux et à celles qui sont restés jusqu'à la fin. Je vais vous mettre dans le chat les liens vers les ressources dont je vous ai parlé. Vous avez ici le lien vers l'Académie de la lutte contre la dénutrition. Je vous mets le lien également de la plateforme sur laquelle vous pourrez déposer vos actions et commander vos kits. Alors, il y a une question, je pense que ça sera pour vous, Arnaud. Bonjour, je suis Juliette dans un EHPAD. Où rentre l'albumine dans le diagnostic de dénutrition? Alors, l'albumine, effectivement, a changé de place. En fait, c'est un assez mauvais marqueur nutritionnel. Dans le diagnostic, vous avez vu que ça n'apparaît pas. Par contre, on la voit apparaître dans la sévérité. Alors là, le diaporama était un peu condensé parce qu'il fallait cibler, mais l'albumine lorsqu'elle est inférieure à 30 grammes par litre, permet de classer la dénutrition en dénutrition sévère. Donc c'est là qu'on met l'albumine. Elle n'est pas dans le diagnostic, mais dans la gradation de la sévérité. Lorsqu'elle est inférieure à 30, on la classe comme dénutrition sévère. Alors, il y a une question. Bonjour, y a-t-il des nouveautés en termes d'action en 2026? Alors, pour le moment, alors je suis pas certain de bien comprendre votre question, mais pour le moment, on a à peu près une centaine d'actions qui ont été déposées sur la plateforme. Il y a là pour le moment, ce sont des actions qui sont assez classiques.
Donc, c'est des actions de prévention, de sensibilisation, de communication. Mais on pouvait tout à fait mener des actions qui soient un peu plus originales. Je pense par exemple à un établissement qui avait réalisé une exposition photo pour sensibiliser à la dénutrition. Voilà, il n'y a pas de... On nous propose une typologie en fonction de ce qu'on a repéré les années passées, mais bien entendu, s'il y a des nouveautés en termes d'action, vous pouvez tout à fait les déposer. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Il nous reste encore un peu de temps. Non, pas de questions supplémentaires? Eh bien, dans ce cas, on va pouvoir clôturer un peu plus tôt. Alors, vous allez recevoir... Ah, si, il y a une question. Alors, que pensez-vous de l'augmentation des apports par des poudres protéinées dans les aliments, potages, crèmes, plutôt que directement des compléments nutritionnels oraux? Alors, c'est pas la même cible, c'est-à-dire que effectivement, il y a vraiment deux choses importantes, c'est couvrir les besoins énergétiques et couvrir les besoins protéiques. Quand on apporte des poudres de protéines, c'est vraiment que de la protéine. Il n'y a pas d'énergie, on va dire, de calories permettant de couvrir les besoins énergétiques. Donc, on fait ça quand il y a vraiment besoin d'augmenter les protéines sans pour autant avoir besoin d'augmenter l'énergie. Parce que la majorité des compléments nutritionnels oraux sont hyperprotidiques. Donc, ça n'est pas forcément très utile d'associer les deux. Euh, alors certains, les CNO sous forme de jus de fruits ont moins de protéines. Donc là, il faut voir si on a nécessité d'utiliser ce genre de complément, peut-être de l'associer aux poudres de protéines si jamais on ne couvre pas les besoins. Mais sinon, c'est pas le même objectif en pratique. On a une question d'Elena. Quelle est la différence entre l'enrichissement avec des protéines végétales et avec des protéines animales? Alors, les protéines végétales sont moins efficientes que les protéines animales, dans le sens où elles ne contiennent pas les acides aminés dont on a besoin. Enfin, l'ensemble de ces acides aminés, c'est la notion d'acides aminés limitants. Autrement dit, certains acides aminés qu'on ne fabrique pas et qu'on doit trouver dans l'alimentation sont moins présents dans certains végétaux. Alors, quand on n'a pas de problème de santé, comme les végétariens, la plupart, on peut se permettre de multiplier les sources de protéines végétales, comme dans le soja, le pois, de façon à contourner ce problème-là. Après, il y a une autre problématique, c'est que les protéines animales sont plus efficientes dans le sens aussi où elles sont mieux absorbées et pour couvrir les besoins en protéines, ça veut dire qu'il faut avoir plus de protéines végétales, globalement, que de protéines animales. Donc, par rapport aux besoins nutritionnels, on couvre plus facilement les besoins protéiques quand on consomme des protéines animales que végétales. Maintenant, il y a un certain nombre de compléments nutritionnels oraux et même des nutritions entérales qui commencent à utiliser des protéines végétales et qui, dans le cadre euh, de cette poche industrielle,
permet de couvrir les besoins. Mais il faut avoir quand même cette notion que la protéine animale est quand même plus intéressante que la protéine végétale. Je pense qu'on peut peut-être clôturer. Oui, je pense. Euh, Merci en tout cas de nouveau à l'ARS au Centre Val-de-Loire de nous avoir été accompagnés dans l'organisation de ce webinaire. Vous allez donc recevoir le replay automatiquement sur vos adresses mail, enfin sur les adresses mail qui ont été utilisées pour vous inscrire. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez me contacter à l'adresse contact. Voilà. Donc, merci à tous et à toutes et eh bien on espère vous revoir pendant la semaine de la dénutrition. Merci beaucoup. Au Merci, au revoir. revoir.